toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Donc, nous allons parler de droit à la propriété et d'habitat. Quels sont nos modes de vie et puis quels seront nos logements de demain? À quelles problématiques répondent-ils? À quelles attentes aussi répondent-ils? Et cette envie de devenir propriétaire est-elle toujours ou pas d'actualité? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre ce soir. Pour cette première édition nantaise, organisée en partenariat avec Bouygues Immobilier, j'appelle Johan Privois, justement, qui est le directeur des grands projets et innovations urbaines chez Bouygues Immobilier. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Je ne sais pas si ça marche. En principe, si. Oui, ça marche. Vous m'entendez? Non. Alors, il faut peut-être l'allumer. Ça, je ne sais pas. Voilà. Et là, Et là, toujours oui, pas. Oui, ça marche. Si ça marche. Bon. Johan, quel est votre rôle exactement au sein de Bouygues Immobilier? Ça veut dire quoi être directeur des grands projets? À quel projet répondez-vous? C'est un titre long. Alors d'abord, Bouygues Immobilier aujourd'hui, c'est un promoteur immobilier, donc on construit des projets immobiliers neufs, du logement essentiellement sur Nantes. Mais on fait également de l'immobilier tertiaire, donc du bureau. On peut réaliser du commerce également. On peut être aménageur également. En fait, c'est très large, mais on a vocation à construire de l'immobilier neuf, essentiellement du logement. Moi, mon rôle aujourd'hui chez Bouygues Immobilier, donc directeur grand projet, c'est d'accompagner les équipes sur un territoire qui va de Brest à Orléans, donc c'est un grand territoire. C'est large. Voilà, autant dire que je ne suis pas du tout partout. Et c'est en fait d'accompagner le développement de notre activité au regard des innovations dont on peut entendre parler pour essayer de les mettre en place dans nos projets, d'être en veille un petit peu dans les écosystèmes locaux pour savoir ce qui s'y passe. C'est un peu aussi l'objet finalement de ce genre de conférence et d'essayer d'être un petit peu l'empêcheur de tourner en rond, d'essayer de trouver des nouveaux modèles, un peu tous ces sujets-là, toujours en lien avec le développement. Et quand les sujets sortent, je m'assure aussi que nos promesses sont réalisées, donc je suis également dans l'acte de construire que nos promesses sont bien tenues. Achevées. D'accord. Exactement. Et les innovations, c'est quoi les plus grandes innovations que vous avez pu faire? Les plus folles, peut-être? Non, mais ça répond à quoi? À une demande des habitants à leur apporter aussi plus de services? Alors, on a des innovations où des fois, on tente des choses dont les habitants ne nous parlent pas. On parlait de la propriété. Aujourd'hui, 80% des Français rêvent d'être propriétaires. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est pas si simple parce que ça coûte de l'argent, surtout un logement neuf. Donc, on essaie de trouver après d'avoir des réflexions pour vendre, pour imaginer du logement moins cher avec nos partenaires bailleurs sociaux également, qui sont eux des vrais partenaires parce qu'on construit des bâtiments parfois ensemble, en tout cas des quartiers ensemble. Mais sur la question des innovations qu'on peut y mettre, ça peut être des innovations qui sont très technologiques. On parle de la domotique, qui peuvent se rendre des services qui servent à rien, hein, on peut le dire. Et à l'inverse, des fois, des services qui sont vraiment très utiles. Je pense notamment aux seniors, aux handicapés ou à des personnes aujourd'hui en périurbain, des personnes qui sont déconnectées de la ville. Ça peut rendre des services. Et l'innovation, elle peut être également sociale. En imaginant aujourd'hui de créer du lien social dans les projets. Alors ça, on peut l'imaginer. Il y a un moment, il faut qu'on le mette en place, d'une part, et qu'on s'assure d'ailleurs que ça puisse vivre. Il y a des exemples concrets ou pas encore? On a des exemples. On a évidemment des exemples aujourd'hui concrets. Alors sur le numérique, on a mis en place sur un projet à la Madeleine, donc à côté de Lille, un projet très domotisé où on a mis en place un réseau social numérique, donc en gros un peu un Facebook, WhatsApp, deux quartiers où les habitants parlent ensemble. Cet exemple aujourd'hui, on est en mesure de l'essaimer même dans des quartiers et aujourd'hui tous nos projets Bouygues Immobilier intègrent ces sujets-là. Et sur le lien social, on parle beaucoup du projet E-Link à Nantes, en fait, qui a cet esprit de lien social. Nous, on en a un peu un qui est le pendant à Lyon, alors dans l'écosystème lyonnais, sur Follement-Gerland, où on a également une conciergerie. On a aujourd'hui des animateurs de copropriété. On fait venir en fait des coachs dans le projet pour créer tout ça. On a des jardins partagés, voire des jardins co-conçus avec les habitants. Donc tous ces sujets-là, aujourd'hui, c'est des petites pierres comme ça. Mais après, on en a des dizaines et des dizaines en France. Donc il y a un rôle d'accompagnement là-dedans. Il y a un rôle d'accompagnement. Ce rôle-là pour créer du lien
Votre rôle de Bouygues Immobilier, c'est pas simplement de construire des projets, c'est aussi un rôle d'accompagnement. C'est également un rôle d'accompagnement qui, en fait, notre métier ne doit pas s'arrêter qu'à la livraison. D'accord. On réalise en fait couramment aujourd'hui, et Nantes, en fait, on est d'ailleurs un très bon exemple, des visites habitantes post-livraison qui nous permettent aujourd'hui de savoir comment vivent les habitants. Et on n'a pas aujourd'hui de soucis avec nos clients, nos résidents, parce qu'on a aussi des résidents qui ne sont pas nos clients, de les faire intervenir dans la conception future de nos projets pour qu'on puisse avoir un retour d'expérience de tout ça. Donc on voit bien aujourd'hui que les usages de plus en plus interviennent dans la conception. Et pourquoi avoir choisi ce thème-là, ce soir, habitat, bientôt la fin de la propriété ? Parce que j'ai dit tout à l'heure que 80% des Français voulaient être propriétaires. Combien y arrive ? Ça, c'est un autre chiffre ? Ça, c'est un autre chiffre. Alors, on est quand même aujourd'hui sur un taux de propriété en France qui est quand même loin d'être ridicule, même si on a un taux de locataires, mais après, c'est culturel. Comment ? C'est ça, ouais, c'est l'ordre de 60%. En fait, je crois qu'il y a 34% de locataires, il me semble, quelque chose comme ça en France. Et on est plutôt un pays où il y a beaucoup de locataires, même si on a l'Allemagne, on a d'autres pays comme ça qui ont une vraie culture de locataires. Par contre, être propriétaire en France, notamment dans nos métropoles, pose quand même une question, c'est que les prix de l'immobilier s'envolent et qu'un jeune aujourd'hui qui veut être propriétaire, il a quand même des difficultés à l'être. Donc il faut qu'on essaie de trouver des nouveaux modèles. Et on se rend compte aussi que comme on n'arrive pas à accéder à la propriété parce qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire, on se tourne aussi vers l'usage. Mais quand on est propriétaire, on a des droits réels en fait, sur le bien. On peut faire des travaux comme on le souhaite. Et donc aujourd'hui, la question, c'est d'essayer de trouver des nouveaux modèles qui nous permettent d'avoir ces droits, de aussi se constituer un patrimoine, parce que quand on est locataire, on a tendance à penser en tout cas qu'on ne met pas d'argent de côté, ce qui est vrai, on ne se constitue pas de patrimoine. Donc tous ces sujets nous interrogent. On a déjà, nous, eu des expériences, je pense à Caen, et Laurent Gourdon, qui est présent ici, était directeur d'agence de Caen, donc il le sait très bien, où on a fait du logement, pour le coup, très abordable, qui est une contrainte qu'on s'était donnée parce qu'on était dans un quartier qui le nécessitait, d'essayer de vendre du logement pas cher. Ça ne doit pas lui plaire. Donc on va faire du logement cher. Non. Et la question en fait qui est posée ce soir sur la propriété est un peu provocante. Est-ce que c'est la fin de la propriété ? Je rappellerai juste quand même un élément, c'est que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est dans la Constitution française, la propriété est un élément qui apparaît dedans. C'est quelque chose, c'est un droit en fait. Donc on ne va pas remettre en cause, c'est pas vrai dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que tous les autres pays ont signé, mais en France en fait la propriété est quelque chose d'un peu institué. Pour autant, l'idée c'est pas de dire on abolit la propriété, c'est pas c'est pas Karl Marx aussi, en fait qui arrive dedans, mais c'est d'essayer de trouver des solutions qui permettent finalement à des gens d'accéder à un logement sur lequel ils ont des droits, ils se constituent un patrimoine. Je parlais d'usage aujourd'hui dans lequel ils pourront imaginer y vivre bien, de se dégager finalement aussi des ressources financières qui leur permettent de faire autre chose, sans pour autant être vraiment propriétaires de leurs biens. D'accord. Et puis voilà, nous aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est trouver toutes les méthodes dans nos bilans de promotion, en l'occurrence, toutes les lignes aujourd'hui qui nous permettent d'essayer d'optimiser finalement le coût du logement. Il y a sans doute des solutions. On ne le fera pas tout seul. On le fera, à mon avis, tous ensemble avec nos maîtres d'œuvre, nos partenaires, et peut-être essayer de trouver un nouveau modèle économique qui permette d'imaginer tout ça. C'est ça votre objectif, de trouver un nouveau modèle économique pour permettre de financer des nouveaux modes d'habitat. Exactement, parce qu'il faut se rendre compte d'une chose. Moi, je terminerai là-dessus. J'ai un chiffre qui est assez parlant. Que j'avais découvert un jour et en fait j'ai vérifié, il est vrai. En 1958, donc là au début de la Ve République, il fallait 70 loyers pour payer un logement. En 2008, il en fallait 262. 2008, c'est le haut de la bulle parce que c'est. Et aujourd'hui, en fait, on constate que les prix remontent et on se retrouve dans des villes comme Nantes, dans des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, à avoir des logements qu'on vend à un équivalent de 600 loyers. Donc 1958, 70 loyers, et aujourd'hui 600 loyers. C'est pour se rendre compte de deux choses. Un peu provocateur, finalement les loyers n'ont pas augmenté tant que ça. Par contre, l'immobilier, lui, a vraiment énormément augmenté. Alors, c'est lié au taux, etc.
Donc il faut essayer de trouver aujourd'hui des solutions pour vendre moins cher. Eh bien, c'est pour ça qu'on trouve aussi des logements maintenant d'un nouveau genre qui voient le jour autour du vivre ensemble, participatif, modulable, intergénérationnel. Ces logements offrent des avantages économiques, mais pas seulement. Il y a aussi une volonté chez les gens de rompre l'isolement, de vivre aussi en communauté, dans une dynamique collaborative. Ça fait aussi partie des motivations. Alors, au-delà de cette envie, il y a aussi quelques paramètres qu'il faut tenir en compte. On sera plus nombreux, ça c'est sûr, hein, c'est indéniable. En 2016, on était 64 millions. En 2050, on sera 74 millions. Et en Pays de la Loire, on sera 4,6 millions, donc 800 000 personnes de plus qu'en 2013. Donc il faut que tout le monde trouve un logement et décent. Il y a aussi une autre problématique, c'est la protection de l'environnement. On doit protéger notre planète et nos logements doivent répondre à cette transition écologique. Et enfin, l'envie de devenir propriétaire est certes toujours là, mais comment accéder au droit à la propriété quand les logements sont de plus en plus chers? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons répondre. Donc, on va dresser un panorama de ces nouveaux habitats, nous interroger sur le droit de la propriété avec 3 invités. D'abord, François-Xavier Trivière, qui est directeur développement chez Brémont. Merci, Johan. Bonsoir François-Xavier. Alors François-Xavier, il est directeur de développement chez Brémont, il est aussi sociologue, il adore analyser, hein, il adore étudier les changements de vos comportements, de vos modes de vie. Et une chose est sûre, en tout cas c'est ce qu'il a constaté, c'est que le modèle familial forcément a changé, la durée des études a augmenté, l'espérance de vie s'est allongée, tout cela a des conséquences sur nos logements. On va voir ça dans quelques instants. Et puis j'invite Laetitia Dupé à venir me rejoindre sur scène. Laetitia, il y a 5 ans, elle a regardé un reportage consacré au nouveau concept d'habitat en Outre-Atlantique, les tiny houses. Et elle est tombée folle amoureuse, on va dire, de ce concept. En tout cas, elle a décidé de quitter Paris et de fonder sa propre tiny house. C'était ça il y a 5 ans. Et depuis, elle a créé Baluchon, avec Vincent Bouot. Aujourd'hui, Baluchon crée des tiny house. Ils en sont à leur 25e tiny house et leur carnet de commandes est plein jusqu'à 2020, voire même 2021. Donc, elle nous expliquera tout ça dans quelques instants. Et enfin, Michael Ardouin, qui est directeur de la coopérative MFLA, Maison familiale de Loire-Atlantique. Bonsoir, Michael. Son rôle, permettre aux foyers aux revenus moyens de devenir propriétaires en construisant des logements neufs et de qualité à des prix attractifs. Il va nous dire comment justement ces foyers moyens peuvent-ils accéder. Merci à tous les 3 d'être présents ce soir. Il y a un seul micro, mais on va pouvoir un peu se le passer. D'abord, François-Xavier, j'ai envie de vous poser comme première question, quel constat avez-vous fait de notre société? Quelles sont les plus grandes mutations sociales? C'est long, mais... Oui, alors moi je voulais préciser pour commencer qu'effectivement je suis sociologue de formation. Maintenant je travaille depuis une quinzaine d'années dans ce métier, dans une maîtrise d'ouvrage, et je mobilise une expertise, une connaissance et un peu des outils d'analyse qui relèvent de la sociologie, parce que c'est ma discipline d'origine. Maintenant je ne fais pas un travail de chercheur académique, et pour moi je dirais que c'est dans mon champ professionnel que je suis dans une situation d'observation, d'évolution sociétale assez forte et auquel, en tant que professionnel de l'immobilier, on doit répondre par nécessité. Alors les évolutions, je ne vais pas vous asséner des collections de chiffres que je ne maîtrise plus tout à fait d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on voit bien que la demande de logement, elle est forte, hein. Vous avez indiqué cette progression démographique qui est très importante, mais en fait on a été confronté à une crise de la production du logement au tournant des années 2000, à un moment donné où on avait déjà cette progression démographique, la population augmentait, mais surtout ce qu'on avait moins bien appréhendé et anticipé, c'est que la taille des ménages baissait. C'est-à-dire qu'en fait, on a assisté à ce moment-là à un phénomène, disons, plus important de décohabitation, des plus petites familles, des familles dans lesquelles les membres pouvaient se séparer, pas simplement pour des questions de rupture ou de divorce, mais pour des raisons aussi de mode d'exercice de la profession, parce que ça, c'est quelque chose de très important. En fait, il faut toujours se dire que la relation au logement est très déterminée, d'une part
par la question de l'éducation des enfants, de l'école. On sait que c'est un déterminant très important de le choix résidentiel. Mais la question du travail aussi est très déterminante et très ancienne. D'ailleurs, en fait, peut-être Michael pourra en parler, mais c'est à l'origine du logement social. Le logement social a été inventé par des patrons sociaux. Le catholicisme social a inventé au milieu du 19e siècle l'habitat social, au fond. Et ça souligne l'importance de la relation du travail et de l'habiter. Et aujourd'hui, en fait, le travail nous impose à beaucoup de mobilité. Ça a eu beaucoup d'impact dans la circulation des individus, des familles, à travers les territoires, à travers les bassins d'emploi. Et c'est vrai que ça oblige en fait tous que nous sommes à trouver des solutions. Et aujourd'hui, les solutions sont pas faciles parce que le marché du logement est sous contrainte maximale. L'accès au logement social est très compliqué. Dans certains bassins d'emploi, en région parisienne par exemple, l'accès au marché locatif privé est extrêmement compliqué. L'accès à la propriété également. Donc on est dans un système ultra tendu. Et certainement qu'aujourd'hui, en tant que professionnel, enfin c'est toute la chaîne d'acteurs doit se mobiliser pour trouver des réponses plus adaptées, plus souples, qui répondent à ces contraintes de mobilité. Parce qu'il n'y a plus ni de stabilité finalement professionnelle, on ne reste plus dans une entreprise 20 ans, 30 ans comme avant. Il n'y a plus non plus cette stabilité personnelle où les gens se séparent plus pour X raisons, effectivement à cause du travail, mais pas seulement. Et du coup, ça implique qu'on va changer de logement. Oui, alors il y a déjà, c'est intéressant de regarder tout le temps les marges de ce qui se fabrique de manière parfois un peu bricolée, un peu spontanée. Par exemple, on a vu ces dernières années émerger des notions de co-living. Alors c'est un nouveau produit immobilier, par exemple, qui au fond c'est la colocation continue le coworking. Vous connaissez le coworking, c'est le fait de partager des plateaux de travail entre travailleurs indépendants, par exemple. Donc ça prolonge le coworking dans la fonction résidentielle, dans l'habitat. On peut dire aussi que c'est de la colocation étudiante qui se prolonge après la fin des études. Mais précisément parce que la question de l'insertion dans le marché du travail est plus compliquée qu'autrefois. C'est-à-dire qu'on a des parcours un peu aléatoires, on fait des stages, on fait des petits boulots, voilà, et donc on doit être très mobile, migrer d'un bassin d'emploi à un autre, et il faut trouver des solutions d'habitat. Et le co-living. Le principe, c'est quoi ? C'est une colocation avec tous ses avantages et aucun inconvénient, où on a des services en plus. On a des services en plus, qui sont facturés chaque mois. Voilà. En fait, la caractéristique du co-living, moi j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment de la colocation étudiante, mais qui vise des actifs, qui arrivent dans un bassin d'emploi, qui démarrent une vie à la fois professionnelle, individuelle, affective, etc., et qui se retrouvent un peu seuls. On vit en solo, quoi, et c'est difficile quand on démarre une vie professionnelle dans un bassin d'emploi qu'on ne connaît pas a priori. Et donc, le co-living, c'est aussi trouver de la sociabilité, c'est aussi trouver du lien social, comme le disait tout à l'heure Johan. Du service, bien sûr, parce que quand on est jeune, on démarre, on peut être très investi dans sa vie professionnelle, et puis quand on est tout seul, on ne fait pas beaucoup de cuisine à la maison, voilà. Enfin, pas toujours. On achète des plats tout faits, c'est pas forcément très bien. C'est vrai que c'est un mode de vie qu'on subit, et on peut rechercher des alternatives. Et le co-living, c'est un peu rentrer dans une famille aussi, en solo, au départ. Et donc, d'y chercher des sociabilités, d'y chercher des pratiques résidentielles qui renvoient au fait de vivre en famille, par exemple. Et c'est tout ça, en fait. C'est un cadre qui rassure, du coup. Oui, certainement. Alors c'est vrai que vu de loin, on peut être très critique de ces formules qui, au départ, ça vient de Californie, on voit des start-upers qui s'installent comme ça face à l'océan, c'est très sympa, mais en même temps les services sont très chers, c'est pas des solutions pour tous. Mais importé en Europe, ça a pu prendre toutes sortes de formes. Et ça se développe dans les grandes villes ou Oui, partout, plutôt dans les grandes villes, mais enfin pas seulement, il y a des sociétés, il y a
il y a, je pense à une petite société qui s'est développée dans le Pays Basque, par exemple. C'est souvent des initiatives très individuelles, très localisées, alors, qui sont aujourd'hui un peu saisies par le marché, hein, parce que le coworking, ça a un peu démarré comme ça initialement. Et puis aujourd'hui, c'est un marché qui est devenu mature, avec des gros opérateurs internationaux, etc. etc. Le co-living pourrait en prendre un peu le chemin, hein, par exemple. Voilà. Il y a d'autres modes d'habitat. Il y a l'habitat intergénérationnel, participatif, modulable. Tout ça aussi, ça répond aux demandes de... Il y a les colocations seniors, hein, par exemple, qui sont développées aussi dans le champ du logement social, notamment, qui sont des acteurs de ces propositions-là. Mais pas seulement. C'est vrai que... Alors, il y a tout un champ aussi de développement du logement qui relève de l'habitat dit participatif, qui prend des formes très variées aujourd'hui, hein, puisqu'il y a le vrai participatif qui est monté en société coopérative, qui consiste... qui est fondé au départ en général sur un groupe d'habitants qui a envie de construire son lieu de vie, et qui se réunit à plusieurs pour mutualiser des moyens financiers, puis aussi humains, parce que en fait, on est un peu comme une maîtrise d'ouvrage profane, on s'invente promoteur, opérateur immobilier, donc c'est un risque, donc on se réunit, et puis on essaye de trouver un terrain pour construire un logement qu'on aura défini ensemble avec un architecte. Ça, ce sont les premières expériences qui ont essuyé beaucoup de plâtre, qui ont été très risquées, qui ont pour certaines échoué, faut bien le dire. Mais c'est un mode aujourd'hui de faire qui a atteint une forme de maturité et qui a trouvé des nouveaux partenaires. Les bailleurs, dans le champ de l'accession sociale, Michael en parlera, accompagnent ce type de projet. Il y a des experts aussi, alors des AMO, des assistants à maîtrise d'ouvrage. Cette maîtrise d'ouvrage est profane, mais elle trouve des assistants qui sont professionnalisés et qui peuvent développer ces projets. Et nous, en tant qu'opérateurs privés aussi, on accompagne dans le cadre d'opérations ces projets. Ce sont souvent des petits projets. Et le principe de projet participatif, c'est qu'après, les personnes ont des pièces communes, c'est ça? Pas toutes les pièces, bien évidemment, et puis ils participent tous au projet au départ. Il faut du temps et de l'investissement financier et personnel. Absolument. En fait, ils s'engagent à travailler la question du programme, c'est-à-dire à définir le cahier des charges de l'opération. C'est-à-dire quelles sont les typologies de logements que l'opération doit accueillir, comment sont conçus les logements, comment ils sont distribués. Et vous indiquiez tout à l'heure la dimension un petit peu partagée. Quel espace commun on pense dans cette résidence, parce qu'on a envie de mettre en commun. Ça, c'est ce qui a été à l'initiative de la démarche, et donc ça se traduit souvent dans le projet, en programme. Et alors on met en commun, on finance en commun des espaces qui peuvent être très polyvalents. Donc, alors on discute longuement sur la destination de ces espaces. Ça peut être une grande salle à manger avec une cuisine, parce que on a envie de faire la cuisine, mais on se rend compte que dans l'espace du logement, peut-être qu'on a envie d'un grand séjour, puis les chambres, on va à un certain confort, donc on va sacrifier un peu la cuisine. Et du coup, on voudrait trouver quand même le moyen de temps en temps de se retrouver. Oui, voilà. Mais ça peut être aussi du service, une buanderie, enfin assez classiquement, ça c'est des exemples qu'on peut trouver, mais ça peut être aussi un espace de travail, un petit local pour un micro-coworking, on va dire, à l'échelle de l'opération de logement. Ça peut être une salle de jeu pour les enfants, ça peut être toutes sortes de choses, et en fait ce sont les habitants qui vont établir leur programme, et qui vont décider et qui vont faire vivre le lieu. Le vivre dans la durée, le faire vivre dans la durée, ça veut dire que la salle polyvalente qui a servi de grande salle à manger pendant longtemps, à un moment donné, ça sera peut-être tout à fait autre chose, une grande bibliothèque, parce que voilà. Donc c'est des démarches qui sont très intéressantes quand même, parce que nous, ça nous donne une vue sur une demande des attentes habitants en termes de programme, justement. Parce que nous, quand on produit le logement, on s'adresse à des acquéreurs en propriété occupante, des gens qui sont dans un parcours résidentiel
qui les amène vers la propriété. Donc c'est différent. Elle disparaît pas toujours. Oui. Quand c'est classiquement, quand on fait une opération, c'est à nous d'imaginer à quel besoin d'habiter l'opération doit répondre. De voir in vivo. De vous projeter donc sur plusieurs années. Oui. Beaucoup plus que pour Absolument. les habitants eux-mêmes. Et donc observer des opérations d'habitat participatif, les accompagner, ça nous donne des retours d'expérience très, très intéressants sur la façon dont nous, on doit concevoir nos programmes ensuite, en direction d'un public qui n'a pas envie de s'engager dans cette démarche un peu risquée de l'habitat participatif. Et de trop s'impliquer. Il y a d'autres modes, il y a aussi les tiny house, par exemple. Laetitia, vous avez fondé votre première tiny house. Le concept commence à plaire en France. À Saint-Brieuc, il y a un village qui va être créé, destiné aux étudiants, à Rezé, Rezé aussi. Vous, comment vous est venue cette idée? En regardant un reportage, vous vous êtes dit, c'est mon logement idéal que je veux créer? En quelque sorte, oui, c'est ce qui s'est passé. Moi, à l'époque, je travaillais à Paris et je vivais dans un appartement qui n'était pas beaucoup plus grand qu'une tiny house. Et en tombant sur un reportage qui relatait le parcours d'un autoconstructeur et de son ami qui ont décidé de fabriquer par eux-mêmes leur maison, leur tiny house, je suis vraiment tombée sous le charme en fait, de ces petites maisons. Et puis très vite, j'ai décidé de quitter la région parisienne et de revenir dans ma région nantaise pour tout simplement pour autoconstruire ma propre maison, ma propre tiny house. Donc il n'y avait pas grand-chose à l'époque, donc c'était pas forcément évident de trouver de l'information. J'ai mis un certain temps à pouvoir récolter pas mal de données. 6 mois de recherche, vous me disiez tout à l'heure. À peu près 6 mois de recherche et 8 mois de construction pure. Et suite à ça, ce projet que j'ai également partagé sur Internet a trouvé son public, puisque j'avais organisé un événement pour faire visiter ma petite maison. Elle fait combien de mètres carrés? Elle fait 13 mètres carrés au sol et 6 mètres carrés en étage, quelque chose donc, comme ça. Donc c'est assez petit. Donc c'est tout petit. Et finalement, c'est à cette occasion que j'ai rencontré Vincent Bourg, qui est aujourd'hui mon associé, avec qui on a cofondé Baluchon. Et nos missions sont à la fois d'accompagner les autoconstructeurs et autoconstructrices dans leurs propres projets, donc en leur fournissant des outils facilitateurs, parce que le chemin d'un autoconstructeur, c'est pas forcément évident, même pour une toute petite maison. Et parallèlement à ça, évidemment, de continuer d'en construire et d'en fabriquer pour des personnes qui n'auraient pas le souhait de construire par elle-même une tiny house, quoi. Une tiny house, ça fait combien de mètres carrés? 15 mètres carrés, 20 mètres carrés max? Ça fait environ 20 mètres carrés avec l'étage. Alors on ne parle pas en loi Carrez tout à fait, puisque la chambre se trouve généralement à l'étage, mais on ne tient pas debout dedans. Donc du coup, c'est vraiment une toute petite maison. Elle est petite aussi parce qu'elle est mobile. Elle est construite sur un châssis routier, ce qui lui donne la possibilité d'être déménagée à volonté par ses propriétaires. Donc on rejoint un petit peu les problématiques qu'on évoquait tout à l'heure à propos de... on en voit derrière nous, justement. Voilà, alors ça c'est l'intérieur d'une tiny. Et voilà, c'est un exemple de réalisation qu'on a faite dans les années passées, là. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on n'a plus forcément cette volonté de rester dans la même entreprise ou dans la même ville pendant 30 ans. D'être mobile, comme le disait tout à l'heure François Xavier. Et la particularité de la tiny, c'est que c'est un habitat qui suit ses aspirations, puisqu'on peut emmener sa maison avec soi, un petit peu comme un escargot. Mais les gens qui viennent vous voir, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'avoir un appartement, parce qu'il y a aussi une problématique écologique. Finalement, principalement, oui. Ouais, il y a peu d'empreintes carbone, etc. Avec ces tiny. C'est aussi pour ça que les gens viennent vous voir? Je pense que c'est... Aujourd'hui, les personnes qui viennent nous voir pour nous confier la réalisation de leur tiny, c'est avant tout parce qu'ils n'ont peut-être pas... Déjà, qu'ils ne choisissent pas l'autoconstruction parce qu'ils n'ont pas forcément l'envie, les compétences ou l'envie d'acquérir les compétences. Ouais, pour c'est compliqué de construire sa propre maison. Les construire eux-mêmes. Et également, ils ont envie d'acquérir, de devenir propriétaires, mais certains
paradoxalement, auraient les moyens de devenir propriétaires d'un habitat plus conventionnel, mais décident par ambition, par ambition de respect d'enjeux environnementaux très, très actuels, de se tourner vers un habitat bien plus responsable. Et la tiny house, c'est peut-être aux yeux de certains un extrême, mais c'est un habitat qui a vraiment sa raison d'être, en tout cas à mes yeux, et aux yeux de plus en plus de personnes en France. Ça coûte combien à peu près, une maison comme celle-là ? Tout dépend si en photo. Si vous-même vous décidez de l'autoconstruire, il vous en faudra bien, on compte en moyenne 20-25 000 € de matières premières, remorques comprises. Après, si vous faites appel à un constructeur qui va fabriquer en France avec des matériaux respectueux de l'environnement et avec plein de valeurs qu'ils ont envie de promouvoir, alors il faudra compter entre 60 et 80 000 € pour une clé en main. Et après, il y a des intermédiaires. Le client peut participer à la construction, du moins acquérir une tiny qui n'est pas finie de construire pour faire baisser la facture. Et ce sont des jeunes qui viennent surtout vous voir, du coup ? C'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a des jeunes, mais pas que. D'accord. Aux États-Unis, d'ailleurs, la majorité des personnes qui vivent en tiny house, ce sont des retraités. Donc c'est vraiment... Nous, c'est vrai qu'on rencontre des personnes, et c'est assez fascinant de tous horizons, en fait, de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle. Il y a des personnes seules, il y a des couples, il y a même des familles qui arrivent à vivre dans 20 mètres carrés, parce que c'est limité en taille, on l'a compris. C'est limité en taille parce que c'est limité en poids. Alors là, on rejoint la réglementation sur route, puisqu'on ne peut pas dépasser 3,5 tonnes. Alors après, sur d'autres schémas, on peut aller sur des projets de poids lourds, et là, c'est tout autre chose. Mais en tout cas, la tiny house telle qu'on la connaît en Europe n'excède pas 3,5 tonnes. Et donc pour ça, on est obligé d'en limiter la taille. Nous, en l'occurrence, très souvent, elles font 6 mètres de long par 4,15 mètres de haut et 2,55 mètres de large. Et on arrive à faire tenir dans ces petits espaces toutes les pièces de vie d'une maison classique, c'est-à-dire une salle de bain, une cuisine, une ou deux chambres, un salon, et puis voilà. Et puis souvent, moi j'aime bien dire que la pièce principale de la tiny house, c'est le jardin, parce que souvent on étend l'habitat vers l'extérieur beaucoup. Mais comment on s'installe ? On peut prendre un terrain comme ça et installer sa tiny ? Comment ça se passe dans les faits ? Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, les tiny house investissent des terrains privés. Je pense que c'est important de le dire. Et puis après, ça dépend finalement de la nature du terrain, du PLU de la commune en question. Ça dépend de beaucoup de choses, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses encore. L'habitat alternatif est aux prémices en Europe et en France. Donc on espère que ça va se développer. On a aujourd'hui des exemples très concrets de projets de villages de tiny house, dont un qui s'est créé cette année à Saint-Brieuc, un en cours tout proche de chez nous, puisqu'il concerne la ville de Rezé. On parlait également d'habitat participatif. La tiny house pourrait s'inscrire dans ces nouveaux modes d'habitat participatif, puisqu'on a un habitat finalement individuel qu'on place dans un environnement plus collectif. Et à la différence de projets en dur, on a toujours la liberté de pouvoir s'extraire de ce collectif si ça ne nous convient plus. Et vous êtes contente ? Ça fait 4 ans que vous vivez dans votre tiny. Vous bougez finalement ou pas ou... Non, je bouge pas beaucoup. Alors, en l'occurrence, je vais la déménager dans quelques semaines, mais non, je me déplace très peu. Finalement, les gens qui vivent en tiny considèrent cette petite maison comme un habitat semi-sédentaire. C'est une maison qu'on peut déménager facilement, mais c'est en aucun cas un mode de voyage. Croyez-moi, quand vous tractez ça, vous n'êtes pas complètement serein. Il faut un permis spécial de toute façon. Il faut un permis spécial, il faut un véhicule spécial. Donc c'est plus une maison qu'on va déménager, mais si demain quelqu'un vient nous voir avec la volonté de vouloir voyager avec sa maison, on va lui conseiller de se tourner vers un van aménagé ou ce genre de choses, mais certainement pas vers une tiny house de 4,15 mètres de haut. Et vous aussi, ça correspondait à des valeurs environnementales quand vous avez décidé de construire votre tiny, d'avoir peu d'empreintes. Exactement. Déjà, peu d'empreintes au sol, puisqu'on en est décollé, il n'y a pas de dalle béton sous la tiny. Peu d'empreintes aussi en termes de consommation. Moi, comme beaucoup d'habitants de tiny, je dépense même pas 10 € d'électricité mensuelle et 2 € d'eau. Donc on peut dire que c'est rien. Voilà. Le terrain en lui-même n'est la plupart du temps pas constructible, donc ça permet de s'inscrire sur des terrains un peu différents. Encore une fois, je mets les guillemets parce qu'il y a encore plein de choses à éclaircir à ce niveau-là.
Et puis après, la tiny en elle-même consomme très peu. C'est un petit espace à chauffer. On n'est pas dans une maison de plusieurs centaines de mètres carrés dont on chaufferait des pièces inutilisées. Là, on va vraiment revenir à l'essentiel. Et puis voilà. Donc c'est un mode de vie extrêmement peu énergivore, extrêmement peu consommateur. D'ailleurs, nous-mêmes en tant qu'habitants de tiny, on est limité à un moment. On ne peut pas se permettre d'acheter plein de choses puisque ça ne rentre plus dans la maison. Plus. Et vous aimeriez comme aux États-Unis, avoir des tiny plus grosses où là, on peut les déplacer jusqu'à 9 tonnes, si je ne me trompe pas, alors qu'en France, c'est 3,5. Est-ce que vous ressentez l'envie de familles d'habiter dans des tiny et qui sont limitées par la taille pour l'instant? Alors oui, l'envie vient principalement des familles, parce qu'en soi, pour une personne seule ou un couple... vivre dans 20 mètres carrés, vraiment. Votre studio à Paris ne devait pas être plus grand, comme non, vous disiez tout à et l'heure. surtout, j'avais pas de jardin. Donc là, quand on a un jardin de 1000 mètres carrés, on voit les choses un petit peu différemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident de devenir propriétaire. Voilà, on en a beaucoup discuté. Quand on est une famille, la tiny house ne sera sans doute pas la seule solution, et elle ne le sera pas pour tout le monde. Il y a déjà des personnes seules qui ne se verraient pas vivre en tiny house. Donc évidemment, pour des familles de 3 à 4 personnes, ça va être d'autant plus limité. Donc je ne pense pas que la tiny house soit la réponse ultime à la crise du logement. Mais c'est une alternative qui peut convenir peut-être à certaines personnes, peut-être pour une certaine période de leur vie. Oui, ou peut-être des familles, on parlait de la taille des familles tout à l'heure, peut-être des familles plus petites qui vont se reconnaître dans ce type d'habitat. Et François-Xavier, il y a aussi cette volonté, comme le disait Laetitia, cette volonté de protéger notre environnement qui est forte à présent. Ah oui, bien sûr. Et c'est en fait une nécessité. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le développement de nos opérations, on est interpellé à la fois par les partenaires aménageurs qui nous fixent des objectifs souvent élevés, parce que les aménageurs qui développent qui suscitent le développement d'opérations qui ont toujours une vocation de pousser un petit peu le bouchon toujours plus loin vers une amélioration de la qualité constructive et puis des performances, vraiment nous fixent des objectifs. C'est aussi la réglementation, et c'est bien sûr les attentes des acquéreurs, des clients. Et quel mode d'habitat vous leur proposez? Alors, les tiny house ou pas que? Non. Ouais, vous ne proposez pas ça. Non. Ce qui est intéressant, c'est vrai que ça peut être une des réponses en fait à cette problématique tellement difficile à aborder, qui est celle de la crise du logement. Oui. En fait, nous, c'est vrai que en termes de performance, on vise aussi une dimension de qualité en fait, de l'habitat. C'est vrai qu'il y a des attentes très fortes sur les qualités sanitaires des logements, avec une attention des acquéreurs et des habitants sur la question par exemple des solvants dans les cloisons qu'on peut mettre en place. Et donc c'est vrai qu'on a des demandes sur l'utilisation de matériaux. Alors du côté des aménageurs, on va nous dire essayer de solliciter, d'avoir recours à des filières nouvelles de construction en chanvre, de construction en paille, en terre, puis en bois bien sûr. Ouais. Mais c'est aussi une demande des habitants. C'est vrai que ce sont des nouveaux matériaux qui paraissent apporter des garanties sanitaires plus fortes, et puis aussi des qualités en fait, d'ambiance à l'intérieur du logement qui peuvent être grandes. Et donc l'environnement, c'est un peu tout ça. C'est un enjeu de performance énergétique, qualité de l'isolation, etc., moindre dépense de chauffage. Mais c'est aussi être plus connecté à l'environnement à travers des matériaux qu'on comprend, qui sont effectivement un revêtement en bois chanvre, en bois, enfin, oui. en pierre même. Enfin, c'est vrai qu'on essaye de revisiter toute la matériothèque de la construction, parce que on sait qu'aujourd'hui, c'est important on peut d'avoir pas des tout logements. Construire en béton, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus assumer en termes de bilan carbone. Les objectifs qui sont fixes aujourd'hui nous obligent à envisager d'autres solutions.
Donc on veut des logements souvent plus collectifs, des logements aussi plus connectés, des logements peut-être plus petits, parce qu'on se rend compte que d'avoir 4 pièces, 5 pièces qu'on n'utilise plus autant, pas notre génération, mais arrière-grands-parents, on va dire, c'est aussi ça, oui, alors c'est aussi de repenser certaines fonctions du logement. Là. Je parlais tout à l'heure de la grande cuisine en habitat participatif. C'est vrai que la question de l'alimentation dans le logement redevient importante, puisque alors déjà, ça a un impact carbone non négligeable, l'alimentation, et même très important. Et aujourd'hui, on voit bien que on a vraiment poussé quand même la qualité constructive, donc on a avancé, on améliore l'impact carbone du logement aujourd'hui, mais par contre, la grande frontière qu'il va falloir repousser, c'est celle des consommations à l'intérieur du logement. Hein. Donc, alors, il y a les consommations électriques de tous les appareils, etc., etc. Mais il y a aussi la façon dont on se nourrit, par exemple. Oui. Hein. Et donc, c'est vrai que d'avoir recours à la nourriture toute préparée, c'est pas toujours très vertueux d'un point de vue de l'impact carbone non plus, de la façon dont on vit. Et pas bon pour notre santé, et pas bon pour notre santé notre non planète. Plus. Et donc la question, c'est quelle réponse on apporte aux futurs habitants pour qu'ils puissent changer leur mode de consommation. Ça veut dire qu'éventuellement, est-ce qu'on leur permet d'acheter des aliments en vrac et en grande quantité? Parce que chez les gens qui changent, qui vont vers des consommations alternatives, ça c'est une question qui vient immédiatement. Et donc de pouvoir stocker dans leur comment on stocke dans leur logement. Voilà. Il y a aussi comment on transforme. Comment on transforme, donc ça veut dire que la cuisine doit être un vrai espace de travail. Comment derrière on gère les déchets. Donc la question du composteur, elle n'est pas simplement pittoresque, c'est un vrai sujet de gestion des déchets et de leur recyclage. Donc, même dans les appartements. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, dans le collectif, maintenant, on s'interroge sur comment on met en place un système de compostage. D'accord. Donc, avec éventuellement le petit jardin collectif au milieu de l'îlot où on va et même le potager. des herbes, quoi. Oui, le potager. Et donc, en fait, c'est toute cette chaîne, toute cette suite de comportements liés alimentaires qu'il faut repenser et qu'il faut pouvoir accueillir d'une nouvelle façon dans le logement. Donc voilà, ça nous pose des questions de programme à nous, en tant qu'opérateurs. Et vous le faites maintenant, créer des espaces de stockage, etc. Oui. Alors on revisite la loggia, par exemple. Qu'est-ce que doit être la loggia? Est-ce que c'est vraiment un espace où on va vapoter comme ça ou est-ce que c'est vraiment un espace à valeur d'usage où on va stocker, on va éventuellement éplucher ses légumes voilà, donc on revisite toute la cellule habitée, quid de la cuisine, quelle doit être sa dimension, alors fermé, pas fermé, on se repose à nouveau toutes ces questions. Et il y a aussi toutes les questions d'accéder à la propriété de ces nouveaux logements. Michael, vous êtes donc le directeur de MFLA, la maison familiale de Loire-Atlantique, et vous aidez les personnes un peu en difficulté, on va dire, d'accéder à des logements. Quels sont les nouveaux moyens pour accéder à son logement en termes de propriété? Alors, pour répondre à la question, il faut peut-être que je resitue un peu le cadre de l'activité qui est celle de la coopérative Maison familiale de Loire-Atlantique, mais qui est connue aussi sous le nom de marque GHT. Notre intervention, c'est effectivement de permettre l'accession à la propriété aux ménages qui ont des revenus modestes et moyens. Et en fait, on est à la fois un promoteur immobilier mais social. Nous sommes une société coopérative, donc avec une gouvernance assez particulière, avec des collèges, avec un mode de voix qui est un homme, une voix, donc un mode de gouvernance qui rentre aussi dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons un agrément qui nous est donné par l'État avec une mission d'intérêt général. Et nous intervenons dans le cadre des politiques publiques, parce que sans ce cadre-là, on ne pourrait pas développer du logement abordable, parce que nous utilisons des dispositifs qui sont mis en place notamment par l'État ou des collectivités locales. Je vais en citer quelques-uns, notamment la location-accession, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet, en tout cas sur Nantes, de développer assez facilement du logement en accession à prix minoré. Pour vous donner un peu quelques chiffres, aujourd'hui, on commence à parler d'un marché nantais qui va se situer à 5 000 € du mètre carré.
Et nous, notre objectif est plutôt de vendre à 2500 € du mètre carré. Vous allez me dire, mais comment il fait ? Comment ils font ? Voilà. Ils arrivent avec leur baguette magique. Et voilà, puis... il y a plusieurs facteurs, mais il y en a deux essentiels. C'est d'abord l'accès au foncier, c'est-à-dire qu'on accède au foncier dans des conditions particulières. C'est-à-dire que nous, on a du mal à aller voir un particulier acheter son terrain et construire un immeuble dessus ou une maison pour la revendre à ce prix-là, puisque le coût du foncier, c'est quand même aujourd'hui une vraie problématique. Et donc, il y a souvent une intervention de la collectivité quand même, et une volonté évidemment politique de faire en sorte que les fonciers soient préemptés, ou en tout cas maîtrisés par les collectivités, et nous sont revendus, souvent avec une décote. Et donc déjà, on a un premier impact dans le bilan de l'opération. Et puis ensuite, on va mettre en place une procédure comme la location-accession qui nous permet de bénéficier d'un taux de TVA réduit. Au lieu de vendre en TVA à 20, on va vendre en TVA à 5,5%. Donc vous voyez, il y a déjà 14% d'écart par rapport à un promoteur. Et puis il y a un troisième élément, c'est que nos bilans ne sont pas constitués tout à fait de la même manière qu'un promoteur classique, pour une raison simple, c'est que comme on a un statut qui est très particulier, nous ne sommes pas soumis à l'impôt sur les sociétés, par exemple. Donc à la fin, si nous faisons de la marge sur l'opération, on ne doit pas rendre 33% à l'État. Et donc évidemment, ça nous permet d'avoir des bilans qui sont extrêmement serrés. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vendre au prix moyen de 2500 € sur Nantes, mais avec beaucoup d'argent public finalement dans les opérations. Alors ces logements sont destinés à des ménages qui rentrent sous conditions de ressources, c'est celle du PSLA, de la location-accession, et souvent assujettis aussi à des clauses anti-spéculatives, c'est-à-dire que les personnes achètent leur logement pour leur résidence principale. Et pas pour se faire de la plus-value derrière. Voilà, et sauf que les dispositifs encadrent cette clause antispéculative sur des durées qui étaient de 7 ans, qui sont passées à 10 ans, mais 10 ans c'est quand même très court. Et finalement, on peut se retrouver propriétaire d'un logement sur l'île de Nantes, par exemple, qu'on a acheté 2500 €, et 7 ans ou 10 ans après, être en capacité de le vendre au prix du marché, et donc de faire une plus-value très importante. Alors ça, c'est une des problématiques quand même de ces dispositifs, puisque l'argent public, en fait, elle vient presque directement dans la poche de l'accédant. Et donc, il y a des nouveaux dispositifs qui se sont mis en place pour éviter ce phénomène-là et pour faire en sorte que l'accession abordable devienne pérenne dans le temps pour un même logement. C'est-à-dire que l'argent public puisse servir pour plusieurs générations sur un logement. Ça s'appelle notamment le bail réel solidaire. Alors il y a le bail réel immobilier qui a été mis en place, alors qui existe depuis longtemps, et le bail réel solidaire a été mis en place par la loi Allure. Bon, il a fallu quelques amendements législatifs pour que ça se mette en œuvre, mais la loi Élan complète, et aujourd'hui nous sommes en mesure de développer des opérations sous cette forme-là. Et en fait, il s'agit d'un démembrement de propriété, c'est-à-dire qu'on dissocie le foncier du bâti. Et donc, on peut devenir propriétaire des murs de son logement, mais on sera locataire du terrain. Et le but, c'est effectivement, en étant locataire du terrain, c'est qu'on a un lien contractuel qui fait qu'à chaque revente, on est obligé d'aller voir ce qu'on appelle un organisme de foncier solidaire. C'est une entité spécifique qui gère ce type de bail. Et cet organisme va agréer les nouvelles reventes. Donc on est un peu dans le même système que le bail emphytéotique, pour ceux qui connaissent, sauf qu'il est rechargeable. C'est-à-dire qu'à chaque mutation, le bail repart à zéro. Donc les baux en France sont limités à 99 ans. Et donc si je revends au bout de 10 ans mon logement, eh bien, le bail va repartir à zéro pour à nouveau 99 ans, et ainsi de suite. Et on pense dans ce cas-là pérenniser, puisque les conditions de revente sont encadrées. L'objectif sur Nantes Métropole en particulier, et sur le département de la Loire-Atlantique, c'est de permettre de vendre des logements à un prix qui serait plutôt aux alentours de 2300 ou 2400 € du mètre carré. Voilà, pour vous donner des chiffres. Et d'essayer de faire en sorte que la redevance, alors le loyer pour le foncier finalement, soit aussi très symbolique, qui sert à financer finalement le fonctionnement de l'organisme de foncier solidaire. On parle aujourd'hui de 15 centimes par mètre carré par mois. Donc ça ne va pas trop loin.
très loin. Voilà. Et sur d'autres secteurs en France, notamment sur l'Île-de-France, où la question foncière est quand même encore plus problématique, on est plutôt sur du 2 ou 3 euros par mètre carré par mois. Et ça, ce type-là de bail réel solidaire, c'est pour tous les habitats ou ça s'adresse uniquement à certains modes de logement? Alors, on peut le mettre en place sur tout type de projet, y compris la réhabilitation, la rénovation de bâtiments ou le patrimoine même d'un bailleur social qui pourrait être mis en vente à travers le bail réel solidaire. C'est-à-dire qu'un locataire d'un logement pourrait, à travers ce dispositif, devenir propriétaire tout en gardant un lien finalement avec l'organisme de foncier solidaire. Et donc ça fonctionne pour de la maison, pour du collectif, de l'habitat intermédiaire. Et avec ces dispositifs-là, on peut aussi faire de l'habitat participatif. Et en général, le bail réel solidaire correspond bien à la philosophie de la démarche en habitat participatif. Et je pense que ça peut effectivement prendre son essor dans ce cadre-là. Il y a aussi le crowdfunding aussi, qui est le financement participatif. Est-ce que ça aussi, ça peut permettre d'accéder à la propriété? Alors, c'est pas très évident à mettre en place, mais je sais qu'il y a eu des initiatives. Moi, j'en connais pas localement, Ouais. mais c'est effectivement une possibilité de dire voilà, on a besoin d'une aide financière au moins pour lancer l'opération. Et donc on fait appel à des ressources qui peuvent être externes, mais bon, pour ça il faut aussi avoir une forme de contrepartie. Donc ce qui peut se faire, puisque on avait imaginé des choses, notamment sur des projets d'habitat participatif où les habitants souhaitaient avoir un studio, en tout cas un logement complémentaire qui était mutualisé pour l'ensemble des habitants et qui pouvait servir à accueillir des personnes, soit de la famille ou des visiteurs, et qui aurait pu également être mis à la disposition des personnes qui ont participé au financement. Et dans une ville comme Nantes qui devient de plus en plus touristique, voilà, ça pouvait être un lieu d'accueil. Ce projet-là, on est en train d'y réfléchir, notamment sur le secteur guérandais, sur la presqu'île guérandaise, avec un collectif, une association qui est dans cette démarche-là. C'est franchement pas évident de trouver des fonds, quoi. J'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres modes d'accès à la propriété? Est-ce que aussi ça remet en cause des statuts d'appropriation, j'imagine? Maintenant, ces nouveaux logements font appel à des nouveaux statuts d'appropriation? Alors, il y a plusieurs façons de devenir propriétaire. On peut refaire toute l'histoire, hein. Nous, notre société, elle a plus de 100 ans d'existence. Ouais. Et à l'origine, c'était des industriels, justement, humanistes, qui souhaitaient, pour les salariés des entreprises, leur permettre d'avoir un logement décent. C'était ça l'objectif. C'était en 1911, la création de notre société. Et à l'époque, on faisait de l'accession coopérative. C'est-à-dire qu'on payait en quelque sorte un loyer. Et ce loyer, finalement, permettait de devenir propriétaire à terme. Alors, les lois ont changé. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la location-accession. Donc la location-accession ou le PSLA, c'est toujours un peu ça, sauf qu'on est sur des durées de location qui sont très courtes, qui sont plutôt une période d'essai. C'est-à-dire que pendant de 2 à 4 ans maximum, on va dire, je peux être locataire et à tout moment, je peux décider de lever l'option d'achat dans des conditions de prix qui ont été fixées dès le départ. Ça, c'est la location-accession. Et puis, on a aussi, ça c'est un dispositif qui est pas très récent, mais qui est très peu utilisé, sont les SCI APP, donc les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété. Et ces logements sont destinés pour des personnes qui, là, pour le coup, sont plutôt normalement dans le locatif social, mais qui ont un vrai projet d'accession, et on peut les accompagner, nous, en montant cette société, et pendant la durée des emprunts, en fait, ils vont verser des loyers qui permettent en quelque sorte de rembourser les emprunts, et à terme, ils auront tous une part de la société ainsi constituée. Voilà quelques exemples. Il y en a certainement d'autres que je ne connais pas. Il y en a d'autres, François-Xavier Trivière?
Non, je pense que c'est bien résumé. En fait, c'est intéressant de considérer. Les statuts d'occupation, on les connaît traditionnellement. Il y a un statut d'occupation propriétaire, il y a le locataire du secteur privé ou du secteur social, et puis après, il y a les logés gratuits, et il y a les habitants temporaires dans de l'habitat alternatif ou atypique. Donc, les statuts, traditionnellement, ils sont. Ils sont un peu finis. La liste est assez définie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit à travers ces nouveaux types de montages des nouveaux statuts entre la propriété et la location qui émergent. Et ça va être intéressant à observer parce que on a coutume de dire, alors en sociologie et sinon, quand on observe la question du logement, que les formes d'appropriation sont déterminées par le statut d'occupation. C'est-à-dire quand on est propriétaire, évidemment, on n'a pas la même relation à son logement que quand on est locataire du secteur privé ou du secteur social. On n'a pas la même relation à son bailleur non plus, en fonction de sa nature. Et donc, ces relations... le statut est important dans la façon dont on vit dans son logement. Et c'est vrai que ces statuts intermédiaires où on est titulaire d'un bail, mais sur 50 ans, ça change quand même beaucoup de choses. Surtout qu'on est titulaire d'un bail sur le bâti, sur lequel on peut intervenir. Sur 50 ans, on peut décider, je suppose, c'est à vous d'élaborer le produit, on a envie de dire. L'occupant en fait intervient comme un copropriétaire. Si on est dans du collectif, et il a les mêmes droits, son droit est même transmissible, y compris à ses enfants. Alors, la seule chose, c'est qu'au moment de la transmission, il faut que l'occupant du logement ait, au moment de cette transmission, des ressources qui soient en deçà ou égales au logement PSLA. Mais c'est vrai qu'on n'est pas totalement propriétaire. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est vraiment sur une alternative à la location. En fait, le but, c'est de se dire, plutôt que de payer des loyers à fond perdu à un bailleur, je constitue quand même un capital. Et c'est vrai que la propriété, c'est un élément, en tout cas culturel en France, c'est une forme d'ascension sociale. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile. On n'est peut-être pas très nombreux dans la salle à pouvoir se permettre d'acheter un logement à 5 000 € du mètre carré. Et donc, avoir ce statut de propriétaire, c'est peut-être par d'autres possibilités. Et c'est aussi une manière pour nous, en fait, nous en tant que société coopérative, quand un acquéreur perçoit des services de notre société, il doit acheter une part de la société. Alors, ça ne coûte pas cher, c'est 16 €. Mais quand ils achètent un logement, en fait, ils prennent aussi une part dans notre société. Donc moi, je me retrouve aujourd'hui avec une société qui a 1300 sociétaires. C'est-à-dire que j'ai 1300 actionnaires. Donc on fait des belles assemblées générales. Mais en même temps, voilà, ce lien, on veut le garder longtemps. Et on se dit, mais voilà, ce fait coopératif, c'est quoi? Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les habitants veulent être acteurs de leur résidence, être acteurs de leur quartier. Et on est là, nous, pour les accompagner. Et pour ça, on essaye de développer des outils, on essaye de faire en sorte que l'État fasse évoluer aussi ses règles pour que ça fonctionne dans les meilleures conditions pour tout le monde. Ce bail, pour l'instant, c'est assez nouveau, ce bail. Alors le bail réel solidaire, il a été mis en place par la loi Allure, mais en réalité, en France, aujourd'hui, il existe 10 organismes de foncier solidaire qui ont été créés, et à mon avis, il y a 3-4 opérations qui ont été commercialisées. D'accord, donc c'est il n'y tout a pas de nouveau, donc logement, il n'y a pas de logement livré. En fait, ce système, il est nouveau en France. Il est presque nouveau en France. Il existe aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas. C'est des formules qui ont été expérimentées ailleurs. En France, il y a malgré tout une expérience qui est plus ancienne, puisque les hospices de Lyon, en fait, ont un patrimoine qui fonctionne sur ce mode-là. Alors, c'était avant la loi Allure, je pense, un régime juridique un peu spécifique. Bail amphithéotique. Oui, bail amphithéotique, mais c'est un peu le même mécanisme, on va dire. Voilà. Donc, on a un petit peu de recul en France, mais c'est vrai que c'est une vraie nouveauté, et c'est très intéressant de le voir se développer. Nos confrères parce que
essentiellement quand même des sociétés coopératives aujourd'hui qui ont lancé des programmes, et nos confrères ont plutôt un bon retour sur la commercialisation, parce que c'est pas forcément évident de se dire j'achète un logement mais je suis pas propriétaire du terrain. Mais au fond, quand on est dans un logement collectif, le terrain il appartient aussi à la copropriété, donc on n'est jamais vraiment propriétaire de son terrain. Là, ce qui est particulier, c'est les conditions de revente, c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut pas miser sur une plus-value importante. Et ça, je crois que c'est des éléments assez fondamentaux. Mais aujourd'hui, on achète un logement cher. On n'est pas sur les mêmes niveaux d'inflation qu'ont connus nos parents ou nos grands-parents et arrière-grands-parents. Et que la question de la valeur de la pierre n'est plus tout à fait la même. Et en plus, on est beaucoup plus mobile. Donc on achète et on peut être amené à revendre plus régulièrement son logement. Et moi, je suis persuadé que dans les décennies à venir, et notamment à travers ces dispositifs, on va fonctionner par des bourses d'échange de logements. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'agents immobiliers. Parce qu'effectivement, les ventes sont encadrées. Si demain je vieillis, mes enfants sont partis et que j'ai un grand T5, je peux peut-être le mettre à disposition de la famille qui est un petit peu serrée dans son T3 là-haut. Puis moi, je vais prendre un autre logement. On s'échange. On le voit même sur le locatif aujourd'hui, et même sur le logement social, où il y a des dispositifs nouveaux comme la location active, où là, effectivement, on commence à choisir son logement, notamment dans les quartiers les plus en tension, les plus difficiles. C'est aussi le bon coin, tout ça, qui fait qu'aussi il y a moins besoin d'agents immobiliers ou pour l'instant, on en a toujours besoin quand même, parce qu'il y a un contrat à signer, il y a une relation contractuelle. Sauf que demain, cette relation contractuelle, si on parle du bail réel solidaire, elle se fait par l'organisme de foncier solidaire. Et donc, c'est évidemment que ça. Et puis aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les agents immobiliers soient très avertis sur le bail réel solidaire. Donc, je leur confierai pas un contrat à signer pour l'instant. Mais il y a toujours cette envie, en tout cas, de devenir propriétaire qui est encore là. Même si c'est compliqué d'accéder à la propriété, il y a des alternatives. On le voit avec cet exemple. Il y a toujours cette volonté. Je ne sais pas si c'est vraiment d'être propriétaire, mais au moins de se dire, voilà, je constitue un capital pour demain. Je me garantis un capital pour demain. Je crois que ça, c'est à la fois du bon sens, d'autant qu'en ce moment, les planètes sont relativement bien alignées pour investir dans l'immobilier, puisque on a le droit à un prêt à taux zéro qui peut financer 40% de son achat. On a des taux d'emprunt qui sont extrêmement bas. Voilà, si en plus on a des dispositifs qui permettent de maîtriser le coût de son logement, effectivement, il vaut mieux être. Moi, ce que je constate chez nos acquéreurs, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie d'entre eux ont des mensualités d'emprunt qui sont équivalentes, voire inférieures au loyer qu'ils payent aujourd'hui dans le marché libre, voire dans le logement social, quoi. Est-ce que le prix de l'immobilier vont toujours continuer à croître ou à cause de ces alternatives, justement, ça va permettre de réguler et puis les taux d'intérêt vont peut-être augmenter, mais ça, c'est sûr que si on laisse faire le marché avec la tension que nous connaissons sur une métropole comme Nantes, ça peut avoir des effets inflationnistes, mais c'est lié à la rareté du foncier d'une part. C'est lié aussi à une problématique de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque énormément de main-d'œuvre dans les entreprises pour produire du logement. Donc, ce qui fait qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. Et donc, les coûts augmentent. Et puis, il va falloir aussi qu'on construise très différemment. On l'a évoqué tout à l'heure, mais il va falloir trouver des autres modes de construction, plus en utilisant des matériaux biosourcés, etc. Et donc, il y a toute une filière à développer. Et puis, pour le développer, nous, on le fait. On est assez innovant sur la construction bois. On lance des opérations avec des logements isolés en paille. Mais on voit bien que la maîtrise des coûts est pas évidente. Donc, ce qui fait que ça surenchérit le coût. Et donc, évidemment, si on laisse faire, le coût du logement, à la fin, il est vendu plus cher. Si le dispositif de bail réel solidaire prend vraiment son élan, nous on imagine sur une métropole comme Nantes produire 300 logements tous les ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, il y a 3000 logements BRS, et donc il y a une forme de régulation qui devrait pouvoir se faire, puisque on va pouvoir, au gré des mutations, avoir comme ça du logement abordable en plus grand nombre. Et aujourd'hui, on voit bien que
que sans une certaine maîtrise publique, c'est un peu compliqué de réguler le prix. Et on parlait tout à l'heure de l'évolution des coûts de l'immobilier. Ils sont nullement comparables à l'évolution des salaires des personnes qui habitent dans les logements. Et donc, à un moment donné, on aura un tel écart que le marché devra se réguler de toute manière pour répondre à la demande. Merci à tous les trois. Est-ce que dans la salle, justement, vous avez des questions à leur poser, revenir sur des points précis? Pas de problème. Merci, Charlotte. Il y en a plein. Les mains se lèvent. Allez-y. Bonjour, moi j'ai simplement une remarque et une question. Vous disiez tout à l'heure l'accès à la propriété comme une question d'ascension sociale. Je pense qu'il y a un peu plus que ça derrière. Il y a aussi une question de quel côté on se retrouve à la fin, si on peut dire, de sa vie. Est-ce qu'on est du côté rentier ou du côté payeur? Est-ce qu'on paye les rentes de quelqu'un d'autre? Et je pense que la question de la propriété, elle est hyper large et hyper importante par rapport globalement à un enjeu à long terme sur les inégalités. Et donc l'accès à tout ça. Et bon, c'était juste une remarque, et moi je travaille particulièrement sur ce sujet. Et ma question c'est plus sur justement le lien entre office foncier solidaire et accession progressive à la propriété. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place qui lierait un petit peu les deux pour permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'emprunter d'accéder à la propriété tout en restant dans une logique qui permet de ne pas retourner à une logique de spéculation? Alors, ce sont deux dispositifs qui sont très différents, prévus par la loi, et aujourd'hui, chevaucher les deux, ça ne sera pas envisageable. Et donc, je crois que le bail réel solidaire, déjà, il permet de pérenniser l'abordable, parce que quand on achète un logement à 2 300 €, en fait, on va, dans 10 ans, si je dois le vendre, je vais suivre une inflation qui sera définie dans mon bail d'origine. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour que la revente se fasse. Alors, que l'accédant ne soit pas pénalisé, qu'on suive quand même une forme d'inflation ou du coût de la vie, mais que le logement, comme il a été vendu abordable au départ, soit toujours abordable dans 10 ans. Donc c'est vraiment l'intérêt du BRS. La SCI APP, c'est un autre régime totalement différent, avec un autre droit de propriété qui ne peut pas aujourd'hui se cumuler avec la question du BRS. Mais votre questionnement est assez pertinente en fait finalement, parce que on peut le faire sur du logement locatif social. Donc j'imagine qu'on trouvera des solutions à terme pour pouvoir apporter cette réponse, y compris sur cette forme progressive de propriété. Ouais. D'autres questions? Je voyais là-bas. Merci. Laurent Gourdon, Bouygues Immobilier. Je voulais intervenir, ce n'est pas une question, plusieurs observations et réflexions. Pour répondre à la question de la thématique de ce soir sur la propriété, il y a encore un autre moyen de devenir propriétaire. Il s'adresse plus à ce qu'on appelle des investisseurs, mais in fine, les investisseurs sont des propriétaires. C'est le format ULS, qui consiste en fait à acheter des murs et une jouissance. Très concrètement, le propriétaire des murs va donc acheter à peu près 60% la valeur du bien, et un bailleur social va disposer pendant 15 ans du bien et acheter donc 40%. Et vous voyez que c'est aussi une façon de pouvoir devenir propriétaire, quelqu'un qui a une surface financière, qui ne va pas disposer pendant 15 ans de son logement, qui va le mettre à disposition d'un bailleur pendant 15 ans et ne payer in fine que 60% de la valeur du logement. C'est une autre façon de devenir propriétaire. Ça cible des gens qui ont des surfaces financières somme toute assez importantes. Tout à l'heure, il y a un mot qui a été prononcé, l'humanisme. Michael, je crois que c'est toi qui as prononcé ce mot-là. Oui, aujourd'hui, nous, Bouygues Immobilier, on travaille avec des investisseurs qui ont ce réflexe humaniste et pas simplement qui visent à aller chercher des défiscalisations assez sauvages. Je voulais vous remercier sur la qualité de l'intervention. À plusieurs titres, vos interventions, elles étaient justes, elles étaient pertinentes, elles étaient expertes, mais surtout, elles étaient extrêmement humbles. On ne sent en aucune façon la compétition
entre des gens qui s'essayent, qui inventent, entre des promoteurs assis, entre des bailleurs plus humanistes. Voilà, moi je crois qu'on a dans nos différents métiers la responsabilité de servir l'intérêt général, de se coordonner, de mutualiser nos compétences, nos expertises. Et vraiment, je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à mieux servir les futurs usagers, les futurs propriétaires, et on voit à quel point les propriétés maintenant seront diverses. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'avais 2 remarques. La première, c'est le titre de la conférence, c'était « Habitat, bientôt la fin de la propriété ». Et je trouve qu'on n'a pas trop abordé ce qu'était la propriété, ni est-elle nécessaire, souhaitable. Voilà. On a dit elle est utile parce qu'elle nous permet de nous protéger de la peur de demain, de faire un capital, etc. Du coup, on voit bien que toutes les solutions qui sont proposées ce soir sont extrêmement diverses, intéressantes et enthousiasmantes, mais restent quand même dans cette logique capitalistique de notre société. Et du coup, pose vraiment question en ce moment, quand tous les feux sont au rouge quand même sur ces questions-là, et nous pose la question d'une vision collective de notre vie de manière générale. Et que là, on reste quand même sur quelque chose de chacun son moyen. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de l'équitabilité quand même, je trouve, dans les propositions qui sont faites, de faire attention à celles et ceux qui sont moins bien lotis que les autres et d'essayer de rattraper cette différence, cette inégalité. Mais j'ai l'impression qu'on ne va pas assez loin dans la redéfinition du désir et de la nécessité de la propriété globalement, même si on a parlé des bails amphithéotiques, de coopératives, de choses comme ça, du point de vue de ceux et celles qui construisent la ville et qui sont quand même des énormes structures capitalistes, comment peuvent-elles accompagner un bouleversement total de leurs pratiques qui viserait à vraiment atteindre ce dont vous parliez, l'humanisme et l'intérêt général, que moi je ne retrouve pas en fait quand même dans les discours que vous avez, même s'ils sont passionnants. Et voilà, donc ça c'était la première remarque. Et question, enfin je passais un peu, désolée, hein, c'est un peu... Et sinon, deuxième chose, on a parlé que de logement neuf. Alors qu'aujourd'hui on sait que le gros de notre travail pour la ville de demain, ça va être de travailler sur l'existant et sur sa mutabilité, sur sa capacité à se refaire sur lui-même. Et sans doute avec beaucoup moins de moyens qu'avant. Donc détruire pour reconstruire, c'est des choses qui ne vont plus être possibles dans un futur très proche. Et même si on va sur des constructions écologiques, en fait, on a un vrai travail à faire sur l'existant, qui est de relativement mauvaise qualité, qui est complexe, qui est imbriqué, etc. Et ça, je trouve que ce serait aussi quelque chose à travailler sur l'application des modèles qu'on met dans l'habitat neuf, par exemple les baux amphithéotiques, tout ça, les intégrer sur la mutation du patrimoine existant, donc de sortir en fait des habitats spéculatifs, ou en tout cas qui ont été conçus comme ça, sans jugement de valeur du tout, hein, mais de pouvoir les mettre hors de ça, et des dispositifs qui n'existent pas, enfin, en tout cas moi que je n'ai pas trouvé dans la loi actuelle, voilà, pour continuer un peu le débat. Je peux peut-être apporter une réponse sur le dernier sujet. Le bail réel solidaire peut s'envisager dans le cadre de bâtiments existants. La location-accession, depuis des années, la Fédération des coopératives défend l'idée que c'est un produit qui pourrait être adapté pour la rénovation, sauf que la législation ne le permet pas. Quand ils ont mis en place le bail réel solidaire, ils l'ont envisagé. Alors, c'est une ingénierie un peu différente, mais on va pouvoir le faire. Déjà, il y a un outil. Alors maintenant, il faut que les choses se mettent en route. Mais effectivement, l'enjeu de demain, c'est... aujourd'hui, on parle de revitalisation de centres urbains. Il y a un plan qui a été mis en place, notamment avec des aides d'action logement importants pour œuvrer sur ces bâtis anciens, parfois vraiment
en perte de vitesse. Et nous avons, nous, à nous interroger, vous avez raison, sur notre intervention dans ces secteurs-là, y compris sur des secteurs qui sont peut-être moins prisés que le centre-ville de Nantes, pour trouver des solutions. Et je suis convaincu que le bail réel solidaire pourra trouver sa place, parce que voilà, c'est permis par la loi. Maintenant, il faut une technicité, il faut une ingénierie un peu particulière et des moyens aussi pour porter ces projets qui sont souvent complexes, multi-partenariats. Sur la question de la propriété, je te laisse peut-être sur le regard un peu sociologue. Et peut-être tu voudras intervenir tout à l'heure, puisque enfin, je pense que le mode d'habiter que tu proposes est une alternative aussi à la propriété, enfin à la question de la propriété occupante, puisque c'est ça qui est posé. Et c'est vrai qu'en soi, c'est pas forcément un objectif de promouvoir la propriété occupante. Enfin, Johan évoquait ce sujet que c'est compliqué. Enfin, accéder à son logement, c'est difficile, c'est très coûteux. Acquérir dans le neuf, aujourd'hui, c'est une toute petite fraction de la population qui peut le faire, en dehors des dispositifs d'accession sociale qui, là, ouvre très large l'éventail, mais le souci qu'on a aujourd'hui, enfin toute la chaîne de production, c'est comment on finance la production des logements aujourd'hui. Et on voit bien que par exemple en Allemagne, il y a un secteur locatif privé qui est très important, parce qu'on a encore des investisseurs institutionnels qui sont très positionnés dans ce marché, qui financent le logement. En France, les investisseurs institutionnels, totalement absents, hein. Ils n'y sont plus du tout. Depuis des années, ils sont portés sur l'immobilier tertiaire. Et donc, pour financer le logement, il ne reste que les accédants à la propriété et les investisseurs particuliers à travers des outils de défiscalisation. Alors, c'est vrai que ça peut être moralement très discutable, mais aujourd'hui, on ne sait, enfin, dans notre système de production en France aujourd'hui, on n'a pas d'autre alternative à ça. Alors, mais en soi, c'est vrai que c'est pas souhaitable, et c'est vrai que le logement, la fin de la propriété, ça pose la question, est-ce qu'on doit considérer, par exemple, que l'objectif du parcours résidentiel, le sens du parcours résidentiel des gens, c'est finalement de devenir propriétaire? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut aboutir à autre chose, à être locataire à plusieurs, enfin de partager des espaces communs, d'être plus sur du côté de l'usage. Ça peut être aussi co-sociétaire, comme Michael l'évoquait tout à l'heure. C'est vrai que les projets en habitat participatif, en fait, ils se traduisent par le montage de sociétés coopératives, c'est-à-dire que les occupants de ces logements qui les ont pensés ensemble, financés ensemble, en fait, ils sont détenteurs de parts sociales dans une société. Ils ne sont pas propriétaires de leur mur proprement dit. Donc c'est un autre rapport au logement, et c'est un bon rapport. Enfin, c'est vrai que ça peut être une réponse intéressante. Aujourd'hui, en fait, la difficulté, c'est que le système de production est très serré, verrouillé, et en plus, il est sous la contrainte d'une augmentation très forte des coûts. C'est-à-dire que produire du logement, mais c'est extrêmement onéreux aujourd'hui. Donc on est face un peu à un mur, nous professionnels aussi. En fait, on ne souhaite pas vendre aussi cher. On souhaiterait pouvoir vendre à plus de gens, plus modestes. Même si, bon, après vous questionnez la question de la propriété. C'est vrai que quand on dit fin de la propriété, aussi, nous, ce qu'on peut entendre, c'est que propriété dans le sens qui est écrit là derrière moi, c'est le sens de possession du logement. Mais quand on dit propriété, on peut entendre aussi les propriétés de la chose, c'est-à-dire ses qualités d'usage, ses valeurs. Et c'est ça qu'on cherche. On a envie, nous, de penser le logement du côté de l'usage, de ses valeurs apportées. Voilà, c'est ce qui nous mobilise. Hein. Et l'idée du logement possession, ça reste important, parce que ça rentre dans les stratégies des familles de se constituer un capital pour faire face à des coups durs, pour pouvoir financer la fin de vie, par exemple, parce que c'est ça aussi la réalité, hein, c'est que les familles capitalisent dans leur logement, parce qu'à un moment donné, il va falloir financer la dépendance. Et en fait, on se rend bien compte, hein, dans le patrimoine qui est accumulé, entre guillemets, par les familles modestes de classe moyenne,
ce capital, il est consommé dans les dernières années de vie du couple. Hein, et c'est comme ça que ça se passe. Ça sert aussi à ça. Donc, c'est vrai que nous, on a une posture en tant que professionnel, je pense que Johan aussi dirait ça, puis un peu modeste, hein, parce que c'est vrai que la propriété, on ne la pousse pas en soi, mais on sait aussi que les acquéreurs qui accèdent à la propriété, ils cherchent ces formes de sécurité. Voilà. Il y a des nouveaux produits, entre guillemets, à travers les baux amphithéotiques, le BRS, qui ouvrent un petit peu le jeu. Hein. Ça peut paraître intéressant d'être locataire sur la très longue durée, avec un rapport au logement qui est fondé sur la valeur d'usage. Ça, c'est intéressant. Hein. Je pense que si en tant que professionnel, on peut le promouvoir, on le fera volontiers, je pense. Mais je te passe la parole. C'est pas évident de répondre à tout ça, mais c'est vrai que moi, je sais que par exemple, mon regard par rapport à la propriété, très tôt, j'ai compris que ça ne me correspondrait pas, en tout cas, d'investir sur 30 ans pour posséder quelque chose dont je vais vraiment profiter qu'à la fin de ma vie, comme on vient de le dire. En tout cas, ce côté, cette épée de Damoclès, de se dire, voilà, on a cet emprunt à rembourser, quoi qu'il arrive dans ma vie, il faut que je travaille, que mon boulot me plaise ou pas, il faut que je travaille, il faut que je rembourse ça. Enfin, moi, je sais que je ne m'identifiais pas du tout dans ce schéma-là, et c'est en ça que la Tiny, alors ça aurait pu être autre chose, mais en tout cas, la Tiny apportait une réponse qui était à mon sens plus qualitative que quantitative. Certes, il y a moins de mètres carrés et des fois ça soulève des problématiques au quotidien, mais par contre, ce petit espace, en l'optimisant bien, en faisant en sorte qu'il réponde vraiment à mes besoins premiers, eh bien, peut-être qu'en économisant sur mon mode de vie, je vais permettre à d'autres. Alors c'est Gandhi qui disait ça, hein, vivre simplement pour que d'autres simplement vivent. Et je trouve que ça a beaucoup de sens. C'est revoir un peu nos modes d'habitat pour aller peut-être vers plus de sobriété quand on constate ce vers quoi on va tendre dans quelques dizaines d'années. Je vous passerai la conversation sur l'effondrement et la collapsologie et d'autres thématiques très, très liées à tout ça, mais je pense que les nouveaux modes d'habitat et la propriété en tant que telle, il faudra vraiment se mettre en lien ces nouvelles sociétés, ces nouveaux modes de vie, comment on pense l'après, et l'habitat léger aura, j'en suis convaincue, une place dans ces nouveaux environnements. Maintenant, voilà, c'est des points de vue assez différents, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on a envie de trouver les meilleures solutions qui soient pour que les gens puissent habiter de manière correcte, de manière durable. Est-ce qu'il y a besoin d'être propriétaire pour ça ? J'en suis pas sûre. Merci à tous les trois, merci à Laetitia, merci à François-Xavier et merci à Mickaël. On a bien compris que donc il y a de nombreuses mutations sociales qui obligeaient à changer nos logements, et puis aussi il y a des nouveaux modes pour accéder à la propriété, il y a des alternatives. Avant de se retrouver pour le cocktail, un petit mot chacun, un message peut-être à faire passer. Mickaël ? Moi, alors ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du logement social et je suis aujourd'hui très rassuré sur notre résilience, notre capacité. En tout cas, il va falloir l'être, résilient face au changement climatique, face à l'attente des habitants. On a malgré tout des législateurs qui sont souvent quand même à l'écoute des besoins et qui font évoluer les choses. On a évolué ici. Moi, ce qui me rassure, notamment quand on mène des projets d'habitat participatif, c'est l'implication des habitants dans leurs projets et leur envie de construire un projet de vie. Et ça, je pense qu'on l'avait un peu perdu chez nous, parce que c'est vrai que
en grande masse, aujourd'hui, le logement, il est extrêmement standardisé. Hein. C'est-à-dire que le T2, le T3 sur nos opérations immobilières, c'est à peu près tout le temps la même chose. Et on nous prenait parfois pour des fous au départ quand on se lançait sur ce type de démarche en disant bah, ça va être compliqué, etc. Pour nous, c'est extrêmement enrichissant. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup en fait, dans ce travail avec ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. La maîtrise d'usage, ce sont simplement les habitants. Alors c'était peut-être plus simple pour nous parce que comme on est aussi bailleur social, on est au quotidien avec nos locataires. Et donc, on veut rendre le meilleur service possible à nos locataires et on le fait de la même manière avec les habitants. Et donc, sur ce mot de conclusion, moi, j'ai vraiment envie de dire que propriétaire ou pas propriétaire, ce qui compte, c'est finalement le projet de vie et qu'il y a une multitude de possibilités pour pouvoir s'inscrire dans des projets qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'il y a des acteurs comme nous, mais comme plein d'autres, il y a plein d'initiatives associatives et même de sociétés privées classiques. Et donc, je pense qu'on est au début de plein d'innovations en termes constructifs et de partage de vie. Merci Mickaël, on va rester sur cette note positive. À vous François-Xavier ? Oui, je partagerai la conclusion de Mickaël. C'est vrai que moi, ce que je ressens, c'est que dans notre métier, on est dans un moment à la fois de crise. On est face à une crise. Il faut qu'on puisse trouver les moyens d'y répondre. Mais en même temps, je vois qu'il y a des changements. Enfin, cette crise, elle est grosse d'innovation, d'expérimentation et de recherche. Et on voit dans les marges, en fait, des nouvelles solutions qui émergent, qui deviennent matures et moi ça me rend confiant aussi parce que je pense qu'on pourra trouver des solutions pour accéder au logement, pas uniquement par la propriété, mais en tout cas à des logements qui répondent à des enjeux d'usage d'aujourd'hui, quoi. C'est pas évident de terminer comme ça, mais non, j'en connais pas tant. Mais c'est certain que les solutions seront collectives. Je suis d'accord là-dessus. Je pense que les nouveaux modes d'habitat devront se tourner vers plus de partage, de savoir-faire, d'espace aussi. Et voilà, pour pouvoir affronter ce qui nous attend peut-être de manière plus efficace et avec bienveillance et résilience. Bon, donc tous ensemble, on sera plus fort. Merci à tous les trois et place au cocktail qui se trouve juste derrière.